venez de publier, c'est vieux d'il y a quelques mois, cette somme sur Philippe le Bon, qui fait suite à de nombreuses publications de référence déjà sur la Bourgogne des XIVe et XVe siècles, que ce soit l'État bourguignon, la maudite guerre entre Armagnac et Bourguignon, Jean sans peur, et voici maintenant le fils Philippe le Bon. Qu'est-ce qui a motivé l'historien que vous êtes pour le choix de cette période particulière de notre histoire? Je pense qu'à l'origine, il y a un goût personnel pour l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire des ducs de Bourgogne, qui, pour moi, commence avec la lecture d'un livre un peu oublié, mais qui est remarquable, qui est La mort de Charles le Téméraire de Pierre Frédérix. Et à partir de là, des études d'histoire du droit et d'histoire qui m'ont conduit progressivement à m'intéresser à cette construction politique tout à fait atypique, à cheval sur la frontière du Royaume de France et de l'Empire, que l'on appelle l'État bourguignon, et qui est une réalité politique, géographique, culturelle, qui reste assez fascinante, qui, quand on commence à l'étudier, capte l'attention, en raison même de la personnalité des princes, du rayonnement culturel de la cour de Bourgogne, et puis de toute une histoire qui est à la fois française, ou liée à l'histoire de la France, mais aussi impériale, puisque les ducs de Bourgogne étaient à la fois princes du Royaume de France et princes du Saint-Empire romain germanique. Il y a donc quelque chose je disais, fascinant, attirant dans cette histoire, et c'est vrai que j'en ai fait le sujet de mes principales recherches, et j'en suis tout à fait satisfait parce que intellectuellement, c'est vraiment une étude passionnante. En outre, et j'ajoute cela, nous bénéficions, nous historiens de la Bourgogne de la fin du Moyen-Âge, d'une richesse extraordinaire de la documentation, ce qui permet des études très très développées grâce à des sources absolument remarquables parce que très très bien conservées. Alors, précisément, c'est un des mérites essentiels de votre ouvrage, c'est une exploitation intensive des sources financières en particulier, mais d'ores et déjà, vous prévenez dans un avertissement de votre démarche quant à l'étude du personnage et de son très long principat, et vous vous défendez d'être un historien qui écrit l'histoire à la lumière de ses convictions personnelles. Oui, je pense que le rôle de l'historien, ce n'est pas le rôle d'un magistrat, instructeur, d'un juge. Hein, et je reprends la citation de Charles Péguy, faisant parler Clio, il croit que je suis un juge alors que je ne suis que la demoiselle de l'enregistrement. Donc je ne dis pas que je suis la demoiselle de l'enregistrement, mais disons que mon idée, c'est surtout de ne pas juger à l'aune de nos propres convictions, de nos propres croyances, ou de nos propres opinions politiques, idéologiques ou autres, les temps passés. Parce qu'on risque de tomber dans ce que je considère comme le péché irrémissible pour l'historien, c'est-à-dire l'anachronisme. Alors, on en vient au titre, Philippe le Bon. Alors ce surnom qu'il porte après son arrière-grand-père, le roi Jean II, à quoi le doit-il? On l'a appelé le Bon Duc dès son époque, et les chroniqueurs, qui sont tous en fait des turiféraires de la maison de Bourgogne, l'appellent le Bon Duc Philippe. Et Olivier de la Marche, qui est un vieux serviteur de la maison de Bourgogne, qui a servi Philippe le Bon, qui a ensuite servi Charles le Téméraire, qui a beaucoup œuvré, et à la fin de sa vie a pris la magnifique devise « Tant a souffert la Marche ». Olivier de la Marche dit « à bon droit, on pouvait l'appeler Bon en raison de ses qualités humaines, de ses vertus, de sa vaillance aussi, parce que bon, c'est aussi celui qui est bon sur le champ de bataille. Voilà les bons. Hein. » Et donc, c'est un vocable qu'on lui applique très tôt, le Bon Duc Philippe. Et je pense aussi que après la catastrophe due à la politique menée par son fils Charles le Téméraire, qui a ouvert une crise très profonde pour les Bourguignons,
par comparaison, on a considéré que le duc était particulièrement bon en tant que gouvernant, et cette comparaison entre le père et le fils a probablement largement bénéficié à Philippe, qu'on a appelé le bon duc, pour rappeler l'époque de son principat qui est vu, à tort ou à raison, comme un âge d'or bourguignon. Alors, les traits de la personnalité derrière ce surnom peuvent parfois surprendre. Vous évoquez sa formation, vous évoquez ses traits de caractère. Il apparaît comme un personnage assez maître de lui, avec quelques accès de franche colère vis-à-vis du fils en particulier. Ouais. Et cependant, voilà un personnage, moi, qui me surprend. Voilà un personnage qui est capable de jeûner 4 jours par semaine. Ça nous éloigne un peu des banquets fastueux de la cour de Bourgogne. Et qui, par ailleurs, en matière de relations amoureuses, dirons-nous, s'émancipe allègrement des commandements de l'Église. Alors, bon, il est certain que le duc Philippe, d'abord, il est très conscient de sa qualité, de sa dignité de prince, et donc il a certainement adopté un comportement en rapport avec ce qu'il considérait être sa dignité de prince, ce qu'il en imposait beaucoup par ce comportement. Il paraissait presque un empereur, dit de lui Georges Châtelain, le chroniqueur. Mais il est certain qu'il a fait des efforts considérables pour se maîtriser, alors que c'était un naturel sans doute assez violent, et à certains moments, la violence réapparaît chez lui. Il a pu mener une répression féroce contre les Gantois dans les années 1450. Il s'est emporté contre son fils de manière très violente et presque indigne à certains moments. Un chroniqueur le décrit renversant une table parce qu'on ne lui sert pas la nourriture qu'il veut. Mais il est vrai que ces accès de colère sont aussi du temps où il est avancé en âge. Il se maîtrisait mieux quand il était plus jeune, semble-t-il. En ce qui concerne, j'allais dire, sa psyché, en ce qui concerne son comportement sentimental, pour ne pas dire autre chose, il est certain qu'il est connu pour avoir été un homme à femme, il n'hésitait pas à le dire, n'est-ce pas, au chancelier de France qui lui reproche de ne pas avoir tenu une promesse à l'égard de Louis XI, il répond « J'ai toujours tenu les promesses que j'ai faites, sauf aux dames. » Mais on lui connaît 24 bâtards, c'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres, et un historien belge du 19e siècle s'est amusé à dresser la liste des 30 maîtresses qu'on lui connaît. Alors, certes, ça n'est pas une vertu, c'est de la lubricité, et même les auteurs qui veulent brosser de lui un portrait flatteur ne peuvent pas faire l'impasse sur cette réalité que tout le monde connaissait. Mais comme dit l'évêque de Tournai, Guillaume Filastre, oui, quel homme n'a pas ce genre de vice en lui? C'est très difficile de résister. Il faut dire que Guillaume Filastre, évêque de Tournai, était lui-même fils d'un cardinal, donc évidemment ça lui permettait d'être extrêmement indulgent à l'égard de ce genre de péché. Mais à côté de cela, et c'est ce que dit Filastre, ce que disent aussi les confesseurs du duc, à côté de cela, pour se rattraper, il manifeste une ascèse personnelle assez impressionnante et il multiplie les actes charitables, les dons pieux, les fondations, etc., pour rattraper ce péché. Bon, voilà, on va l'absoudre. Alors, l'État bourguignon que vous évoquiez, que Philippe le Bon constitue en grande partie, paraît quelque chose d'assez composite à l'égard de la constitution du Royaume de France, puisque c'est une politique basée sur le positionnement dans les héritages, de manière à constituer progressivement des possessions qui sont centrées d'ailleurs beaucoup sur le nord et moins sur la Bourgogne proprement dite,
Et est-ce que ça n'a pas été toute la grande difficulté, en même temps que ces efforts, durant tout son principat, que de constituer petit à petit, avec beaucoup de difficultés, compte tenu des profils assez différents des duchés, comtés qu'il récupérait, toute la difficulté de sa politique. Alors, il est certain que l'une des grandes réussites de Philippe le Bon, si on regarde un peu le bilan de son principat, c'est d'avoir réuni un ensemble territorial très important qui s'étend de la Frise au nord jusqu'au Mâconnais au sud, avec quand même une solution de continuité entre les deux, Champagne, Lorraine, qui sont des zones où il a essayé d'imposer l'influence bourguignonne. Bon, pour la Champagne, ce n'était pas facile, en raison de la puissance de l'autorité royale. Il est certain qu'il a réussi, c'est ce qu'on appellerait un grand rassembleur de terres. Il a réussi à utiliser toute une série de moyens, acquisition contre argent, héritage, succession, parfois dont le fondement juridique n'était pas forcément extrêmement solide. C'est le cas des trois comtés du Hainaut, Hollande et Zélande, qu'il arrache à une de ses cousines qui était l'héritière légitime, mais là la force prime le droit. Et puis héritage aussi pour le duché de Brabant, mais aussi conquête militaire, c'est le cas du duché de Luxembourg. Donc il a utilisé toute la gamme des moyens qui étaient à sa disposition. C'est une œuvre de longue haleine. On voit très clairement qu'il a été servi par les circonstances, utilisant par exemple l'extinction d'une branche princière, d'une famille princière. C'est le cas pour le comté de Namur par exemple, ou pour le duché de Brabant, utilisant des arguties juridiques ou son rôle de chef de la famille de Bourgogne. C'est le cas face à sa cousine Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, Hollande-Zélande. Donc on voit très clairement que c'est une politique qu'il mène, et dès qu'il peut, dès qu'il a la possibilité d'une acquisition territoriale, il intervient. On sait même qu'il a tenté, à un moment donné, par négociation avec le gouvernement anglais, à l'époque où il était l'allié des Anglais, d'obtenir en apanage le comté de Champagne, ce qui aurait réglé un certain nombre de problèmes de circulation du nord au sud. Voilà, donc une politique de longue haleine, pas toujours très facile. La succession hennuyère hollando-zélandaise l'oblige à diverses opérations militaires qu'il va mener lui-même en prenant des risques personnels. Et au bout du compte, toutefois, sa politique d'expansion territoriale est une grande réussite, avec des moyens financiers qui, contrairement à ce que l'on pense, sont limités. On pense toujours que Philippe le Bon est le plus riche prince d'Occident. Ça, c'est ce que les Bourguignons essayaient de faire croire. En réalité, ce n'était pas du tout le prince le plus riche d'Occident, mais il avait du crédit et il a su utiliser des moyens limités, mais qu'il a su, qu'on dirait aujourd'hui, optimiser. Alors la difficulté, bien sûr, est née de la diversité de ces États qui ont chacun leur propre mode de gouvernement, entre le duché de Bourgogne, le comté de Flandre, où nous trouvons des villes économiquement très développées avec de fortes personnalités. La politique ducale de gouvernement doit s'adapter et non pas ils ont imposé un système homogène comme on pourrait le voir dans d'autres États. Il est certain que l'ensemble territorial bourguignon est composite. La jeunesse de cet ensemble territorial explique, ce sont des acquisitions successives, et ce sont des pays qui vont être rassemblés sous la main du duc dans ce que les constitutionnalistes appelleraient une union personnelle, c'est-à-dire que l'unité, elle est dans la personne du prince et éventuellement dans la dynastie qu'il va fonder, mais c'est le seul facteur d'unité. En ce qui concerne les pays bourguignons, ils ont chacun leur passé, souvent un passé brillant, le duché de Bourgogne bien sûr, mais le comté de Flandre, le duché de Brabant. Le duché de Brabant est un des principaux
duché de la frange occidentale de l'Empire. Les ducs de Brabant se disent par la grâce de Dieu ducs de Brabant. Il y a là des coutumes qui sont différentes, des institutions qui sont déjà en place quand la puissance bourguignonne s'installe. Ça veut dire que le duc est obligé de respecter ce particularisme. Il est obligé de respecter les coutumes, il est obligé de respecter les privilèges des populations, des communautés, des villes. Par exemple, lorsque le duc de Bourgogne prend possession de la Flandre, il doit aller de ville en ville pour prêter serment de respecter les privilèges. Il fait sa joyeuse entrée. Et la joyeuse entrée, c'est en fait une cérémonie au cours de laquelle, certes, les sujets prêtent serment de fidélité au prince, mais le prince, en contrepartie, doit prêter serment de respecter les privilèges de la ville et des communautés d'habitants. Lorsqu'il est en Brabant, il y a la joyeuse entrée qui est un serment très solennel que le nouveau duc de Brabant doit prêter pour, là encore, affirmer qu'il va respecter un certain nombre d'éléments qui fondent le droit et les privilèges du duché et des États de Brabant. Donc c'est une réalité et le prince s'adapte à cette réalité d'un ensemble hétérogène. Cependant, il y a, je le dis, l'unité dans la personne du prince. Et par ailleurs, il y a création par les ducs de Bourgogne-Valois, mais pas déjà à l'époque de Philippe le Hardi, et grand-père de Philippe le Bon et de Jean sans Peur, son père, il y a la création d'institutions centrales, notamment ce personnage très important qui est le chancelier du duc de Bourgogne, que vous connaissez bien ici, pour Philippe le Bon. J'allais y venir, naturellement. Oui, mais c'est une transition habile. C'est Nicolas Rollin qui va, pendant 40 ans, pratiquement, presque 40 ans, assumer la fonction de chancelier du duc de Bourgogne. Et il est la cheville ouvrière du gouvernement, et aussi, lui aussi, il incarne l'unité au sein de cette diversité. Alors, qu'est-ce qui a pu d'ailleurs pousser Philippe le Bon à choisir Rollin ? Alors, Philippe le Bon, quand un duc de Bourgogne meurt, le chancelier qu'il avait nommé sort de charge. Au moment de la mort de Jean sans Peur, c'est Jean de Sceaux, seigneur de Courtivron, qui est chancelier, c'est un juriste de haut vol. Et donc Philippe le Bon, lui, va choisir un autre personnage, qui est Jean de Thoisy, évêque de Tournai, qui est aussi un juriste, qui avait été un collaborateur très proche, non pas du seigneur de Courtivron, mais de Jean Canard, qui avait été le chancelier de Philippe le Hardi. Donc Jean Canard avait comme bras droit, c'est-à-dire Jean de Thoisy, donc un juriste formé au droit à Paris et à Orléans, et c'est un évêque de Tournai, et il est chancelier au début du principat de Philippe le Bon, 1419-1422. Et en 1422, je pense, à la demande de Jean de Thoisy, celui-ci sort de charge, il résigne sa charge, et Philippe va choisir Nicolas Rollin. Alors Nicolas Rollin, c'est un juriste lui aussi, avocat au Parlement, conseiller du duc déjà, qui est en plus originaire du duché de Bourgogne. C'est important de prendre quelqu'un du duché. Jean de Sceaux, seigneur de Courtivron, était du duché. Jean de Thoisy appartient aussi à une famille du duché. Et donc on prend Rollin, qui est donc un juriste, un homme du duché de Bourgogne, un homme qui a une formation extrêmement fournie, extrêmement approfondie, et qui a été un conseiller, a été le porte-parole du duc de Bourgogne en 1420 devant Henri V et Charles VI pour demander justice du meurtre de Jean sans Peur. Donc le porte-parole de Marguerite de Bavière, duchesse douairière, et de Philippe le Bon, c'est Rollin. Donc déjà, il se met déjà en vedette, il est déjà mis en vedette. Et donc en 1422, le duc le choisit comme chancelier pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. Alors, votre ouvrage comporte un sous-titre « Le prince qui ne voulut pas être roi ». Entendons-nous, il ne s'agit pas de se méprendre sur le royaume dont il s'agit, puisque ce n'est pas le royaume de France, mais le royaume des Romains. Alors, est-ce qu'on peut en dire un mot ? Voilà. Un observateur attentif m'a dit que c'était un peu racoleur. En fait, je lui laisse l'entière responsabilité de ce jugement. Je crois que l'idée de mettre un sous-titre,
j'avais choisi au départ un sous-titre assez plat, hein, assez plat. Et c'est mon éditeur qui m'a dit, non, il faut trouver quelque chose de plus percutant. Bon. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui m'a paru important chez Philippe le Bon? C'est que, alors que Charles le Téméraire a cherché par tous les moyens, y compris par la force, à obtenir une couronne royale et la dignité de roi des Romains, son père, Philippe le Bon, ne cherche pas du tout dans cette direction. Or, on lui propose une couronne royale, c'est dans les années 1440, dans les milieux des conseillers de l'empereur Frédéric III de Habsbourg, il y a des gens qui prennent contact avec lui pour lui proposer une couronne royale, pour lui proposer de s'insérer plus qu'il ne le fait dans la politique de l'Empire. Certains lui disent, vous êtes par votre mère Marguerite de Bavière un prince allemand, tous les princes allemands vous attendent comme celui qui va pacifier l'Empire. Alors là, je pense que c'était une exagération, mais c'était flatteur. Et on lui propose diverses possibilités, le royaume de Frise, un royaume au titre du duché de Brabant. Alors, lui-même n'est pas intéressé par une couronne au rabais. Il ne veut pas qu'on lui propose une couronne qui ne serait pas une réalité puissante au sein de l'Empire. Donc il va faire de la surenchère pour voir jusqu'où ses interlocuteurs veulent aller. Et il voit très bien que, très rapidement, il demande que toutes les possessions d'Empire qu'il tient deviennent son royaume, que toute une série de principautés allemandes deviennent, par exemple, Clèves, Berg, etc., et Juliers deviennent des principautés vassales, et là, ça bloque. L'empereur dit, ah non, qu'est-ce que c'est que ce prince français qui veut tant de choses? Donc très rapidement, sa surenchère mène à un échec. Et c'est pourquoi on voit très clairement que s'il avait voulu obtenir une couronne, il n'avait qu'à assouplir sa position. Et mon sous-titre, le sous-titre de ce livre, fait écho à une riposte qu'il fait au chancelier de France lors d'une ambassade française à la cour de Bruxelles, où le chancelier de France est assez brutal et dit au chancelier de Bourgogne, mais votre maître n'est pas roi. Et donc Philippe prend la parole en disant, je veux bien que chacun sache ici que si j'avais voulu, j'aurais été roi. Donc ça justifie ce sous-titre, qui n'est pas si racoleur que ça, finalement. Alors là, une des grandes difficultés aussi de la politique de Philippe le Bon, au-delà de la conduite d'un État constitué de possessions très diverses, c'est bien sûr de naviguer au travers du conflit franco-anglais et de surmonter son opposition au roi de France, Charles VII, qui a commandité l'assassinat du père de Philippe le Bon, Jean sans peur. Et au-delà de cette réconciliation qui est affichée au traité de Troyes en 1435, de maintenir une allégeance au roi de France tout en adoucissant les promesses faites au roi d'Angleterre. Oui, alors le principat de Philippe le Bon commence dans un contexte dramatique. On est en période de guerre civile entre le parti du dauphin Charles, le futur Charles VII, que je n'appellerai pas parti Armagnac, mais j'appellerai parti dauphinois, qui va devenir en fait le parti français quand le dauphin va devenir roi de France en 1422. Donc il y a donc une guerre entre le parti du duc de Bourgogne et le parti du dauphin. Et puis c'est une partie, j'allais dire à trois, puisqu'il y a, si j'ose dire, sans jeu de mots, puisqu'il y a aussi un troisième, c'est le roi d'Angleterre, Henri V, qui est en train de faire la conquête de toute la Normandie en 1419. Donc le principat de Philippe le Bon commence dans un contexte vraiment dramatique. L'assassinat de son père l'oblige à faire des choix, qui sont des choix qui ne sont pas du tout pris dans la hâte ou dans la passion de la vengeance. Ce sont des choix qui sont pesés en conseil avec les conseillers du duc, et la meilleure solution, ou la moins mauvaise plus exactement, c'est un moindre mal, entre deux mots il faut choisir le moindre, dit un conseiller au duc, c'est l'alliance avec le roi d'Angleterre, parce qu'il ne peut plus s'allier pour le moment avec le dauphin Charles, qui vient de faire assassiner
son père. C'est quand même difficile de s'allier avec l'assassin de son père. Voilà, c'est un dilemme que Chimène connaîtra aussi plus tard. Mais il est vrai que ça ferme une porte. Donc l'autre porte, c'est l'alliance avec le roi d'Angleterre. Et de 1419 à 1435, donc de l'alliance scellée à Rouen, puis renforcée par le traité de Troyes l'année suivante, jusqu'au traité d'Arras de 1435, qui est la réconciliation avec Charles VII, la paix. Pardonnez-moi, Oui, je fais oui. un lapsus. Nos lecteurs avaient rectifié. Arras est devenu Troyes. Nos lecteurs avaient rectifié d'eux-mêmes. Le duc de Bourgogne va être l'allié loyal du roi d'Angleterre. En 1435, il se réconcilie avec Charles VII. Enfin, les deux princes ne se rencontreront jamais. Mais une paix est signée. C'est la fin de la guerre civile. Ça ne veut pas dire que ce sont les embrassades. Il y a dans le camp français des gens avec qui Philippe le Bon s'entend très bien. Par exemple, le connétable de France, Arthur de Richmond, qui est aussi son beau-frère. Mais avec Charles VII, il y aura toujours un fossé creusé, si j'ose dire, à Montereau, sur le pont, et que Philippe le Bon rappellera toujours, il rappellera toujours ce crime par le fait d'avoir très souvent choisi la couleur noire comme couleur emblématique pour ses vêtements, pour les vêtements de ses pages, de ses valets, de ses proches, de ses archers de corps, les housses de ses chevaux, etc. Il rappelle toujours par l'utilisation du noir le deuil qu'il a pris en 1419. Il rappelle toujours aux Français que le roi a commandité l'assassinat de Jean sans peur. Alors il y aurait bien des points à évoquer de ce long principat, mais je vois que nous approchons du terme de cet entretien. Et j'aurais voulu évoquer la défense de l'idée de croisade qui était chère à mon maître Jean Richard. Mais l'image de ce long principat, c'est aussi une image prestigieuse de mécénat à travers toute une série d'œuvres d'art que conserve la Bourgogne et les pays du Nord, la Flandre, le Brabant, l'Artois, le Hainaut, etc., qui est encore présent dans les églises et dans les musées, et ce qui avait valu un titre aussi racoleur, d'un ouvrage qui n'était pas d'une rigueur historique remarquable et qui s'appelait « Quand flamboyait la toison d'or ». Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors, donc, oui, Philippe le Bon est un commanditaire d'œuvres d'art. J'ajoute un amateur éclairé de musique, puisque c'est quelqu'un qui choisit avec soin les chanteurs de sa chapelle, les enfants de chapelle, et il fait passer des auditions aux candidats, ce qui prouve ses goûts musicaux, son oreille, sa formation musicale qui a été assez poussée. Et donc ça lui permet effectivement de choisir lui-même les chantres de sa chapelle en faisant passer des auditions qui, je dois dire, devaient être assez intimidantes pour ceux qui devaient se présenter devant lui. Alors, ce qui est un peu navrant, c'est qu'au fond, ce grand mécène n'a pas eu droit au mausolée, au même mausolée qu'il avait commandé pour son père à Champmolles, et que finalement, on n'a pas le tombeau de Philippe le Bon actuellement pour former une parfaite trilogie au musée des Beaux-Arts de Dijon. Non, Charles le Téméraire n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et quant à Louis XI, il ne s'en est pas vraiment occupé. En revanche, la tombe de Philippe le Bon ayant été profanée, saccagée, les ossements dispersés, le peu qui reste à Saint-Bénigne de Dijon, enterré sous une des tours, ne doit pas être très important. Je pense qu'il y a peut-être un tibia ou deux qui appartiennent à Philippe le Bon, mais c'est à peu près tout. Je pense que ces ossements ont été entièrement dispersés. Alors peut-être que dans quelques collections privées, on trouve une rotule du duc de Bourgogne, mais je crois que malheureusement pour lui, voilà, sa demeure d'éternité n'est pas restée éternelle. Alors voilà une somme bibliographique qui fait suite à une première contribution sur le père. Auront-on droit à une contribution sur le fils? Alors, non, je ne pense pas, parce que Charles Le Téméraire a quand même fait l'objet de plusieurs monographies.
de revenir après 5 ou 6 auteurs, 7 ou 8 auteurs, je ne sais plus. Moi, j'avais fait le calcul du nombre de monographies sur Charles le Téméraire. Vraiment, c'est très important. On sent très bien que Charles le Téméraire a fasciné les historiens, probablement en raison du caractère romantique de son échec et de sa mort, l'étang Saint-Jean, les loups, etc. En revanche, ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est une monographie sur le grand-père, c'est-à-dire Philippe le Hardi, qui, lui, n'a fait l'objet d'aucune monographie en langue française. Là, il y a probablement une lacune bibliographique à combler. Ça, je laisse les jeunes sur les rangs pour les jeunes, les plus jeunes, oui. un peu plus jeunes. Bon, merci encore, et on invite activement, intensément le public à lire cet ouvrage qui se lit d'une manière, c'est une écriture assez narrative et qui captive assez facilement, au-delà du sérieux des recherches qu'elle recouvre. On invite donc à la lecture de cette référence nouvelle dans la connaissance de notre région, Aix-Provence. Merci à vous.